Et bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, c'est devenu un petit rituel pour nous, puisqu'on fait une présentation une fois par mois. Alors, cette fois-ci, à la différence des précédents webinaires, on est tout seul parce qu'en fait, on va vous présenter des chiffres de marché. Donc, ça, les chiffres de marché et les analyses, ça nous connaît bien chez Liptinvest parce que c'est notre fonds de commerce. Vous verrez qu'à chaque fois, on a des différents intervenants. Chaque mois, ça peut être amené à changer. Donc ce mois-ci, on est tout seul, mais on n'est pas tout seul puisqu'on a beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments à vous présenter. Et comme on est déjà assez nombreux, on va commencer par faire les présentations. Le petit planning du jour, on va donc vous commencer par se présenter parce que c'est quand même ça la base. On a beaucoup travaillé sur le mois de juillet et sur le mois d'août chez Liptinvest. On a pas mal de nouveautés qui sont maintenant présentes dans la plateforme et qu'on va vous présenter assez brièvement. Et puis on pourra revenir sur ces nouveautés à la fin de la présentation. Ensuite, on va aborder les chiffres de marché globalement, et puis un peu plus dans le détail, on va vous présenter aussi ces fameux chiffres de marché, mais en adoptant la segmentation ASPIN par segment d'activité. On va vous présenter tout ça au fur et à mesure, et puis on va vous mettre aussi en évidence certains points d'attention qui sont à vraiment regarder par rapport à ce marché des SCPI qui évolue dans un environnement et dans un monde incertain, on va dire pour le moins. On va commencer donc par se présenter. Alors, voilà. Donc, moi, je suis le président fondateur de la société Diptinvest. Diptinvest, c'est à la base un cabinet d'expertise en évaluation immobilière. On existe depuis 2005. Et puis, on travaille avec beaucoup de CGP sur le marché. Et en fait, au cours de ces études qu'on a pu faire et de ces expertises qu'on a pu faire pour eux, eh bien, on s'est retrouvé à avoir une énorme base d'informations qu'on a souhaité valoriser. On a en fait lancé la plateforme en 2019. On est une fintech indépendante. Pourquoi ça a son importance? Parce qu'en fait, on ne vend pas de part de SCPI. Et donc, en fait, on va analyser l'intégralité du marché, c'est-à-dire non seulement les SCPI de rendement, mais aussi les SCPI fiscales. Et c'est avec cette approche complète du marché qu'on arrive à vous présenter l'ensemble de ces chiffres et surtout qu'on arrive à faire tourner l'ensemble de notre algorithmique qui va vous permettre en fait de disposer d'un maximum d'informations sur le marché pour pouvoir mettre en regard l'ensemble des fonds les uns avec les autres. Et puis notre particularité, alors quand on s'est lancé sur ce segment-là de durabilité, donc l'information extra-financière, il y a quelques années, c'était pas encore un thème à la mode, ça le devient et ça va devenir d'autant plus prégnant que la réglementation va obliger tous les CGP qui sont dans la salle aujourd'hui à appréhender ces thématiques et surtout à devoir conseiller leurs clients sur ce volet-là. Et en fait, c'est pour ça que nous, vous avez sur la plateforme beaucoup d'informations sur ce volet-là. On reviendra un petit peu plus précisément dans d'autres webinaires au cours de l'année, mais on a tout ce qui est SFDR, les différents articles, toute la législation, et puis nos scorings de durabilité qui permettent effectivement de couvrir ces thématiques de manière beaucoup plus précise que simplement de dire, voilà, je vous propose ce fonds-là parce qu'il est labellisé ISR, parce que au bout du compte, ça va être un petit peu restrictif et un petit peu court. Voilà pour les présentations. Alors, on va tout de suite faire un topo très rapide, mais sur les deux grosses nouveautés qu'on vous a concoctées pour cette rentrée. Alors, la première grosse nouveauté qui va probablement changer un peu votre manière de proposer des SCPI, puisque maintenant, vous avez au sein de la plateforme la possibilité de générer ce qu'on appelle les frais ex-ante, c'est-à-dire que lorsque vous faites une proposition à un client, vous devez lui faire les calculs. La législation vous oblige à le faire les calculs. Alors, c'est de mise en évidence des frais et rémunérations. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut aller sur les différents supports et quand vous faites une allocation quand vous mixez plusieurs SCPI, là, vous êtes obligé de sortir votre tableur Excel. Plus maintenant, puisque dans l'application et dans le volet, dans l'outil d'allocation de portefeuille, vous avez justement
les frais ex ante qui sont générés automatiquement par la machine, et vous pouvez éditer les rapports qui sont sous format Word, que vous pouvez ensuite copier-coller dans vos rapports de préconisation directement. Ça devrait vous faire gagner quand même pas mal de temps. Ça, c'est la très grosse nouveauté. Et puis l'autre nouveauté aussi, et je vais vous les montrer juste après, c'est maintenant on a réussi à interfacer en fait l'ensemble du patrimoine de tous les fonds SCPI du marché. Et donc vous allez pouvoir directement sur l'interface DeepInvest, alors au mieux voir l'ensemble du patrimoine, et dans les détails, pouvoir faire un zoom, un focus sur le patrimoine des fonds. Alors, dans le détail, ça donne quoi au niveau de ces deux nouveautés? Alors, ici, vous allez avoir, je commence par la partie la plus simple. Donc, dès que vous êtes dans l'onglet qui vous permet d'accéder aux informations sur un fonds, eh bien, vous allez avoir ici qui s'est rajouté une carte de l'ensemble du patrimoine. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous allez avoir non seulement les informations sur la nature du patrimoine, mais aussi sur la surface du patrimoine, quand c'est indiqué évidemment par le gestionnaire. Donc, la plupart du temps, ça l'est indiqué, mais pas toujours. Et puis, par exemple, lorsque vous allez pouvoir mettre cette carte en plein écran, et vous allez carrément pouvoir aller à l'endroit où il y a le patrimoine, et grâce à nos amis de Google, vous allez pouvoir automatiquement faire un zoom et montrer le patrimoine qui est la propriété de cette SCPI. Voilà. Donc là, on est dans de la pierre papier toujours, mais on est vraiment dans de la pierre papier qui se matérialise, et vous pouvez faire ça sur l'intégralité du mapping, y compris dans les pays étrangers. Voilà. C'est quand même un outil très précieux quand vous voulez proposer des fonds à vos clients, puisque là, vraiment, de manière unitaire, vous pouvez aller regarder l'intégralité du patrimoine qu'il y a dans le fonds, y compris dans des endroits reculés. On a des quorums, etc., qui sont dans des endroits où on ne connaît pas forcément bien la Finlande. Là, ça vous permet d'aller voir directement ce qui se passe. Ça, c'est la première nouveauté sur la partie géographique. Et puis la deuxième partie, c'est ce que je vous expliquais sur les frais ex ante. Donc, pour ceux qui connaissent déjà l'outil, vous allez avoir toute la partie qui va concerner l'allocation de portefeuille, où vous pouvez créer des portefeuilles réels ou virtuels pour faire des simulations ou pour suivre des portefeuilles de vos clients existants. Et ce qu'on a rajouté en fait dans cet outil d'allocation de portefeuille, eh bien, c'est un onglet qui s'appelle frais et rémunérations, où vous allez avoir en fait automatiquement de calculer pour chacun des fonds du portefeuille l'ensemble des frais et rémunérations qui sont mises en évidence. Alors, avec la partie donc, tarification en elle-même, et puis aussi la ventilation, comme la législation le demande, donc avec une répartition sur les... Alors, on est parti sur 10 ans d'investissement, puisque c'est généralement la borne qui est privilégiée pour les SCPI. Et donc, vous avez à chaque fois la dégressivité des frais qui sont recalculés. À noter aussi que vous avez, et ça c'est une constante dans nos allocations de portefeuille, vous allez vous retrouver aussi directement avec toutes les informations réglementaires, à savoir à la fois les risques SRRI, qui ont une importance moyenne, puisque en fait, dans le monde des SCPI, tout le monde est à 3 ou 4, donc voilà, c'est quand même précisé ici. Vous allez avoir beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fin la moyenne algorithmique qui est calculée à la performance financière par nos algorithmes, notre Deep Index financier, la moyenne sur les 3 dernières années. Ça permet de raffiner un peu plus dans le détail pour comprendre la performance des fonds que vous proposez à vos clients. Vous allez avoir la colonne ici qu'on a rajoutée SFDR qui va vous permettre d'être déjà compatible avec la future législation qui va vous être imposée à partir du 1er janvier 2023, où vous allez devoir présenter les références pour chacun des fonds des portefeuilles que vous proposez. Donc, pour mémoire, 6, pas vraiment environnemental friendly, 8 et 9, 9 étant le maximum en termes de performance environnementale. Et puis, vous avez toujours aussi ici nos scorings de performance durable qu'on va mettre à jour dans les prochaines semaines. Ça sera l'occasion lors du prochain webinaire de vous présenter les nouveaux scorings 2022 qui vont vous permettre de raffiner effectivement la performance de chacun des fonds, puisqu'en fait, tous les fonds immobiliers sont scorés par notre algorithme. Bon, voilà pour la partie promotion. Derrière, vous allez avoir la possibilité, alors on va rentrer un peu plus dans le détail des ratios et des chiffres.
Bien, désolé pour ce petit contretemps. Donc, je continue. On en était arrivé ici. Voilà. Et puis, on va pouvoir parler des premiers chiffres de marché. Alors, le marché continue à être extrêmement dynamique au niveau de la collecte. Si on compare en année glissante d'un semestre sur l'autre, entre le premier et le deuxième semestre 2021, on a plus de 13% de collecte en plus. On arrive à un marché qui fait presque 82, qui dépasse un tout petit peu les 82 milliards de capitalisation, ce qui est du jamais vu dans le monde des SCPI. On a là encore en nombre plus de 209 SCPI qui existent sur le marché. Donc c'est quand même très très important. Et puis derrière, on se retrouve à avoir plus de 12 SCPI qui font 2 milliards de capitalisation, mais surtout, on a 3 SCPI qui, pour la première fois, dépassent les 4 milliards de capitalisation. Donc là, on est vraiment sur on a des véhicules qui sont vraiment extrêmement importants. Alors, je vais pas faire mon ancêtre sur le sujet, mais si un jour on m'avait dit qu'il y avait des SCPI qui feraient plus de 4 milliards il y a encore quelques années, j'aurais été le premier surpris. Donc voilà, c'est quand même des mouvements qui sont très substantiels sur de la place. Et donc voilà, c'est quand même un élément marquant à noter. Si on prend ensuite ce qui se passe au niveau des gérants, on a une situation qui est extrêmement variable d'un gérant à l'autre, avec évidemment un certain nombre de nouveaux gérants qui sont arrivés sur le marché, mais surtout des gérants. Il y en a un en l'occurrence, c'est la Française, qui dépasse pour la première fois les 10 milliards de capitalisation gérée. Avec un certain nombre de SCPI, bien sûr, hein, mais c'est quand même des montants qui sont tout à fait importants. Et on a plus de 10 gérants qui font 2 milliards de capitalisation. Donc très substantiel, un marché qui se structure autour de gérants principaux. Alors dans le détail, alors vous savez qu'on a changé de mode de mesure dans le monde des SCPI, puisque on était en 2021 sur un monde qui était centré et tourné autour du taux de distribution sur valeur de marché, qui avait un certain nombre de mérites, mais aussi un certain nombre d'inconvénients. On est maintenant passé à ce qu'on appelle le taux de distribution. Donc, on a comparé deux taux qui ont des périmètres un tout petit peu différents, l'essentiel étant que c'est la fiscalité étrangère qui a été exclue du calcul dans le cadre du taux de distribution. Donc, ça permet vraiment de comparer plus fidèlement les SCPI les unes avec les autres, puisque maintenant, tout le monde est en brut, que ce soit les SCPI qui sont au niveau européen, qui ont donc une fiscalité hors France différente de celle qui est appliquée en France. Globalement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est pour ça que les deux ratios sont un peu difficiles à comparer. Taux de distribution dans cette fin de premier semestre, on est à 4,61, donc un taux de distribution qui est toujours tout à fait convenable vu les aléas qu'on peut constater sur d'autres segments. Alors à comparer avec des pincettes donc, mais à comparer au 4,41 qui était le taux de distribution sur valeur de marché à la fin du premier semestre 2021. Ça, c'est pour le taux de distribution. Alors, vous savez qu'on n'est pas fan chez Diptinvest de ce taux parce que c'est pas toujours un très bon indicateur de l'ensemble des informations qui sont représentées et qu'il faut prendre un certain nombre d'autres indicateurs, d'où parce que c'est avec ces indicateurs qu'on peut vraiment prendre en compte toutes ces informations, enfin, vraiment comprendre comment fonctionne le véhicule. Donc, parmi les autres indicateurs qui sont intéressants à regarder, on a le taux d'occupation financier, alors qui a lui aussi été modifié à la mode 2022. Donc, même s'il n'a pas changé de nom, il y a un périmètre qui est un petit peu différent, qui est un peu plus, on va dire, conciliant sur le taux d'occupation en mode 2022. Toujours est-il qu'on a quand même des taux d'occupation qui sont extrêmement bons sur le marché. À la fin 2021, à la fin du premier semestre 2021, on était à 91,43 de taux d'occupation et maintenant on est à un peu plus de 94,96%. Donc voilà, des taux d'occupation qui sont très, très élevés pour la partie des SCPI de rendement. Bon, les SCPI fiscales sont toujours un peu particulières, on l'a mis pour mémoire, mais globalement, même si elles sont sur des segments un peu plus spécifiques, elles tiennent quand même leur rang aussi sur ce volet-là. Lorsqu'on regarde ensuite sur le volet de la collecte,
Donc, plus de 5 milliards de collectés sur le premier semestre 2021. Donc, c'est quand même très substantiel. Et on a deux segments, et on va commencer à rentrer dans l'approche par segment. On a deux segments qui sortent vraiment du lot. Alors, le segment historique dont on avait annoncé, probablement, pas nous, mais qui avait été annoncé avec le télétravail, le segment de bureau, ça allait être la fin du monde. Bon, finalement, les SCPI de bureau tiennent leur rang, toujours, et elles tiennent aussi la collecte, puisque sur les 5 milliards, un peu plus de 5 milliards qui ont été collectés au premier semestre, eh bien, il y en a pratiquement la moitié qui sont collectés par des SCPI qui rentrent dans la catégorie des SCPI de bureau. Donc, pas de désamour encore sur le volet des SCPI de bureau avec à la fois les partenaires qui commercialisent, mais aussi les particuliers investisseurs, parce que c'est vrai que les ratios sont plutôt bons toujours sur ce segment. Un segment qui est, lui, une forme de révélation sur l'année 2020-2021 et qui se confirme en 2022, puisque sur les 5 milliards de collecte, il y en a presque 20% qui sont dans la SCPI de santé. Alors, nous, on est toujours un petit peu dubitatif, on va dire, sur ce segment, puisque on a quand même un certain nombre d'acteurs qui finissent par devoir se diversifier un peu dans leurs investissements. Et la question vraiment, alors même si ces SCPI souhaitent partir aussi au niveau européen, elles sont en train de le faire, on a quand même toujours une inquiétude sur la profondeur du marché, c'est-à-dire sur la capacité de ces SCPI à placer l'ensemble de la collecte, parce qu'on est quand même sur des montants qui sont quand même tout à fait substantiels. Et donc, on a en Primovie, par exemple, qui était identifié comme étant une SCPI purement santé, qui finit par avoir pratiquement 20-25% de son patrimoine qui n'est plus que de la santé, qui finit par être des bureaux et puis par d'autres activités. Voilà. Donc, il reste une inconnue quand même sur ce segment, sur la pérennité de l'investissement dans des segments qui sont un peu plus spécifiques, on va dire, et sur la profondeur de ces segments. Les vainqueurs de la collecte, alors même si c'est pas forcément toujours révélateur de la santé de la SCPI, mais enfin voilà, il faut quand même, on en passe par là. La première, c'est Edissimo, donc une SCPI qui est gérée par Amundi Immobilier, qui fait plus de 300 millions de collectes sur le premier semestre. AEW Paris Commerce, alors celle-ci, elle est un peu particulière puisque c'est la fusion de plusieurs SCPI chez AEW, plusieurs actipières qui ont été fusionnés en une, mais qui collectent du coup beaucoup plus fort. Et puis on a les deux quorums qui sont XL et Orion, qui ont des montants de collecte qui sont tout à fait élevés, et Épargne Pierre aussi du groupe Atlan voisin, qui est tout à fait substantiel en termes de collecte. Voilà, on va adopter maintenant l'analyse par segment d'activité, puisque vous savez que les SCPI, elles héritent entre guillemets du patrimoine et de la qualification de leur patrimoine. Donc, un certain nombre d'entre elles vont avoir un patrimoine relativement pur, c'est-à-dire qu'elles vont être identifiées majoritairement bureaux. Et en fait, on a sur ce volet-là la SPIM, voilà, c'est quand même mieux avec une animation. On a la SPIM qui a proposé maintenant 9 thématiques. Donc, on vous les a rappelées ici: bureau, commerce diversifié, spécialisé, alternatif. Donc là, c'est des segments un peu, on va dire, fourre-tout, ou pas forcément aussi identifiés qu'on le souhaiterait. Et puis les segments plus clairs: santé, éducation, logistique, hôtellerie, restauration et résidentiel. Et donc là, on va vous présenter pour chacun de ces segments les informations, on va dire, principales. Alors, on commence toujours, évidemment, par la moyenne des capitalisations, puisqu'en fait, on a certains segments qui sont extrêmement concentrés avec peu d'acteurs, donc peu de fonds. C'est le cas, par exemple, de tout le segment santé et éducation. Et bien évidemment, il faut faire attention, puisqu'en termes de capitalisation, même si santé et éducation, c'est extrêmement concentré autour de quelques SCPI, hein, on a 4-5, alors que sur les bureaux, on va être à une trentaine ou une quarantaine. Donc évidemment, la moyenne en termes de capitalisation est évidemment à prendre avec des pincettes. Bon, ceci étant, donc santé et éducation, ce sont en moyenne les premières grosses capitalisations, les bureaux derrière, et puis on a les SCPI spécialisés,
du type qui vont être sur d'autres segments un peu plus spécifiques. Et on a les SCPI commerce qui représentent quand même le gros de la troupe, avec les SCPI de bureau qui ont des capitalisations qui sont beaucoup plus faibles en moyenne que ce qu'on peut avoir sur les premiers segments. À noter aussi qu'on a des segments, et on reviendra dessus un peu plus tard, comme l'hôtellerie et la restauration, qui maintiennent quand même leur rang avec la logistique. On est autour d'un peu plus de 100 millions de capitalisation en moyenne, sachant que là, sur ces segments-là, on va être à moins d'une dizaine de SCPI qui sont référencés. Et puis, on a les SCPI résidentiels. Alors, attention sur ces SCPI-là, pas à faire de conclusions trop hâtives, puisque on a quelques SCPI de rendement qui rentrent dans la catégorie résidentielle, mais on a aussi beaucoup de SCPI fiscales qui, elles, ont une construction vraiment différente, puisqu'elles vont avoir une durée de vie et une organisation très particulière. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de taux de distribution par segment d'activité? Le diversifié, donc, qui est un segment, on va dire, un peu large, qui est le premier dans la catégorie. On a les SCPI de santé qui résistent et qui proposent des TD qui sont très bons, 4,94. Logistique aussi 4,91. Les bureaux, c'est quand même le gros de la troupe avec les commerces qui maintiennent quand même, malgré leur nombre, des taux de distribution qui sont quand même tout à fait conséquents, 4,91, 4,80. Et puis ensuite, 4,51, 4,80, pardon. Et puis ensuite, hôtellerie-restauration, alors on va dire que c'est le recovery de 2022, puisque ils ont vraiment beaucoup souffert sur l'année 2020 et 2021 du Covid, et ils ont quand même réussi à recouvrer une grosse partie de ce qu'ils avaient perdu sur l'année 2020 et 2021. Donc 2022, voilà, on est à 3,83 et on serait tenté de dire qu'on est presque content d'être à ces niveaux-là. Dans le détail, et si on regarde les variations, alors attention, ça peut faire mal aux yeux, il y a quand même pas mal de chiffres, mais ce qui est intéressant de noter, c'est le recovery, donc comme je vous le disais, sur l'hôtellerie-restauration, puisqu'on arrive à remonter ils étaient pratiquement à 2%, et ils arrivent à remonter au premier semestre 2022 à presque 4%. Donc ils ont, on va dire, réussi à gommer le choc qu'ils ont subi sur la partie liée au Covid et à la crise sanitaire. Bon, les diversifiés qui sont un segment un peu particulier, c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce qu'à l'intérieur, on a divers SCPI qui ont des comportements un petit peu différents. Les bureaux, on voit là quand même la grande régularité à la fois des bureaux et des commerces, même s'ils ont eu à subir eux aussi le Covid de manière quand même assez substantielle, parce qu'ils ont pratiquement perdu un point. Bon, c'est en train de remonter, mais on voit bien qu'il y a quand même eu un choc, et quand même les SCPI de bureau qui tirent leur épingle du jeu sur ce volet-là. Alors, qu'est-ce que ça donne en distribution moyenne? Alors, on a les hôtellerie-restauration. Alors, là encore, c'est une moyenne, donc attention, puisqu'on a des segments qui sont quand même parfois assez hétérogènes. On a le segment d'hôtellerie-restauration qui distribue des montants tout à fait substantiels, mais à peu d'acteurs. Donc, toujours pareil, attention. Et puis, on a dans ce segment-là aussi, donc si on regarde les gros segments en termes de capitalisation, les bureaux qui maintiennent à 7,19, les commerces à 4,50 et la santé et éducation qui vraiment est en train de prendre une part substantielle sur le marché avec des taux de distribution qui sont quand même particulièrement élevés. On s'est intéressé aux délais de jouissance moyens par segment d'activité, on les a regroupés. Donc vous voyez qu'en moyenne, les SCPI résidentiels, c'est assez rapide. Alors attention toujours à ce segment-là, je me répète un tout petit peu, mais comme il y a à la fois des SCPI fiscales et des SCPI de rendement à l'intérieur, globalement, elles ont quand même des taux des délais de jouissance moyens qui sont extrêmement faibles pour le marché, mais c'est parce que dans cette partie-là, il y a beaucoup de SCPI fiscales où forcément, vous avez des fonctionnements qui sont un petit peu différents. Et puis, on va avoir ce qui est le délai moyen, on va dire, du marché, puisque c'est le gros de la capitalisation est représenté par les SCPI de bureau et les SCPI de commerce, où on est à des délais de jouissance de 3 mois. Alors, je permets de préciser, le délai de jouissance, c'est le délai pendant
lesquels vous n'allez pas percevoir de dividendes, puisque vous n'êtes pas encore, vous avez déjà acheté, mais vous n'êtes pas encore propriétaire complètement de vos parts, et ça permet, c'est le temps qui est généralement constaté pour le gérant pour placer le patrimoine qui est acheté pour que les nouveaux entrants ne viennent pas léser, les nouveaux associés des SCPI ne viennent pas léser les anciens. Donc voilà, bureau commerce et hôtellerie, on est à peu près dans les mêmes segments. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus lentes en termes de délai moyen de jouissance. On retrouve nos SCPI santé qui sont là, et puis la logistique qui est en moyenne à 4 mois. Maintenant, si on regarde tout ce qui va être le taux d'occupation financier en fonction des segments, on se retrouve à avoir l'hôtellerie-restauration qui est remontée. Alors là, on a quand même un petit biais qu'il faut signaler, puisque le nouveau mode de calcul du taux d'occupation financier va venir favoriser et un peu mettre de côté tout ce qui va être les mois de franchise, et les pertes liées au Covid. Donc c'est pour ça que on se retrouve à avoir des taux d'occupation qui sont vraiment substantiellement élevés. Si on regarde dans le détail, par segment, les bureaux sont à 93%, le commerce un peu plus à presque 96%, et puis on a la santé qui doit être la santé qui est à 98%. Alors, le segment de santé est toujours très très bon au niveau de ses taux d'occupation. Alors c'est hérité là aussi en termes de locataires qui peuvent être identifiés, parce qu'évidemment lorsque vous avez des locataires du type hôpitaux ou d'autres segments qui sont vos locataires, oui, c'est vrai que là forcément vous n'allez pas avoir de délai, vous n'allez pas avoir de risque en termes de taux d'occupation. Ceci étant, alors c'est des baux qui sont long terme, mais le principal risque, c'est à la relocation sur ce type d'activité, puisque derrière, si vous perdez votre locataire hôpital, il va falloir que vous fassiez quand même un certain travail de relooking de votre patrimoine si vous voulez le reconvertir dans pour un autre segment d'activité. Donc c'est toujours la même chose. La force du segment santé peut devenir une certaine faiblesse lorsque on va adresser ou lorsqu'on perd des locataires. C'est là où c'est la force des segments comme le commerce et le bureau, où généralement ce sont des actifs qui sont, on va dire, un peu plus polyvalents et qui permettent donc d'absorber des éventuels départs de locataires beaucoup plus facilement. On retrouve aussi cette dimension de spécialisation du patrimoine et des actifs dans la catégorie logistique, puisque là c'est pareil, quand vous avez un entrepôt de 1000 mètres ou 2000 mètres carrés, quand vous perdez votre client de logistique, il faut retrouver un autre client, et forcément dans la logistique, parce que vous ne pouvez pas réadapter votre patrimoine aussi simplement que ça. Alors, je ne parle même pas d'hôtellerie et restauration, parce que dans l'hôtellerie, si vous perdez votre client du type MMV ou encore Club Med, là, il faut retrouver un autre acteur de ce même type pour relouer votre logement, votre patrimoine. Voilà, donc c'est les segments en fonction des segments, vous avez une hyper spécialisation qui est une force quand tout va bien, mais qui peut être aussi une contrainte lorsqu'il y a des chocs éventuellement conjoncturels ou structurels. Pour terminer sur cette partie des segments d'activité, on a regardé, et ça c'est un des indicateurs qu'on suit maintenant très régulièrement chez Ultimvest, puisqu'on fait les calculs pour l'ensemble des SCPI du marché. Vous pouvez le retrouver, je vous montrerai dans notre baromètre, là où vous pouvez retrouver ces éléments. On va calculer le délai de cession moyen départ en fonction des segments d'activité. Donc, par exemple, vous allez avoir, donc en fait, le calcul, on regarde le nombre de parts qui ont été vendues sur le dernier trimestre ou le dernier semestre, et puis on va regarder les parts qui sont entre guillemets en attente. Alors, même pas entre guillemets, qui sont en attente, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas trouvé preneur, et c'est comme ça qu'on calcule la vitesse de vente des parts. Alors, dans cette partie-là, en fait, c'est un élément important qui n'est pas toujours mis en évidence, parce que vous savez que
une des grosses contraintes des SCPI et de l'immobilier en général, c'est sa liquidité, c'est la capacité pour votre associé et pour votre client à pouvoir sortir éventuellement s'il a besoin ou s'il veut réaliser ses plus-values. Là, en l'occurrence, on a fait 3 groupes, c'est-à-dire les très liquides, les moyennement liquides et puis les un peu plus problématiques, on va dire ça comme ça. En très liquide, on conserve toujours les bureaux alors c'est toujours une moyenne de secteurs, c'est-à-dire que au sein des secteurs, évidemment, il peut y avoir des écarts. C'est pour ça que vous avez intérêt, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, d'aller chercher cette information. Alors nous, on l'a pour chacun des fonds du marché. Mais là, ce qu'on vous présente, c'est des moyennes de marché. Maintenant, si vous présentez une SCPI à un de vos clients, vous avez quand même intérêt à regarder le comportement de ce fonds-là, plus spécifiquement sur cet item-là, parce que derrière, si à la signature du contrat, au placement, vous vous retrouvez, et il y a certains fonds qui peuvent être dans des situations où il y a une forme d'illiquidité, c'est-à-dire à plus de 10 mois, plus de 15 mois pour vendre ses parts. Si vous ne le présentez pas à votre client, ça peut être problématique. Après, c'est toujours la même chose, quand vous l'expliquez à votre client, pas de souci, s'il est prévenu, on ne sait pas ce que sera la liquidité dans 10 ans de ces fonds quand il voudra peut-être vendre, mais il y a quand même, si vous ne lui proposez pas, si vous ne lui indiquez pas ces éléments au moment où il signe au moment où il fait son placement, votre devoir de conseil peut être forcément pris en défaut parce que derrière, vous l'avez mis dans une situation où d'entrée, vous saviez que en fait, ce fonds n'était pas liquide. Et ça peut être un problème. Donc, bureau santé, vu les montants collectés, évidemment, aucune difficulté à vendre ses parts. Et pas de contraintes réglementaires quelconques. Donc voilà, la liquidité se passe plutôt bien. Après, est-ce que c'est une bonne affaire de rentrer et puis de sortir 3 mois après? Évidemment non, puisqu'on répète que les placements en SCPI, ce sont toujours des placements de long terme, 8-10 ans minimum, pour pouvoir éponger l'ensemble des frais. Mais voilà, globalement, la liquidité se passe très bien sur les bureaux et la santé. En termes de liquidité intermédiaire, on va dire les résidentiels. Alors, attention à ce segment, puisque dans les résidentiels, vous avez les SCPI fiscales. Dans les SCPI fiscales, évidemment, on est sur des liquidités, c'est un des placements qui est le moins liquide en matière de SCPI. Pourquoi? Puisque, en fait, si vous faites un placement en SCPI fiscal, vous vous retrouvez, entre guillemets, coincé pour bénéficier du régime fiscal, et vous ne pouvez pas sortir avant, en général, 15 ans, c'est-à-dire au moins à la fin du régime fiscal, sinon votre associé devra rembourser l'avantage fiscal qu'il a perçu au Trésor public, ce qui est toujours un petit peu désagréable. Donc, cette moyenne pour les résidentiels, attention, elle est très variable, mais de toute façon, sur les quelques SCPI de rendement qui adressent le segment des résidentiels, tout se passe bien et globalement, il n'y a pas de grosses contraintes sur ce volet-là. Le segment qui est à voir avec beaucoup plus d'attention, ce sont 2 segments, à la fois les segments commerce et les segments hôtellerie-restauration. Alors, l'hôtellerie-restauration, évidemment, vu l'année 2020 et 2021 qu'elles ont connues, on ne peut pas non plus demander trop, c'est-à-dire qu'il y a énormément de délais d'attente. On a plus de 17 mois en moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont à beaucoup, beaucoup plus que ça, parce que ce sont des segments qui ont du mal à collecter actuellement, même si on a vu que sur l'année 2022, globalement, le recovery économique était effectivement dans les comptes. Et que globalement, on verra probablement ce qui va se passer en 2022, à la fin 2022, mais on a quand même eu, en termes de tourisme, une année particulièrement bonne, et donc normalement, les chiffres devraient être ouverts. Alors, nous, on ne conseille pas les investissements, évidemment, mais il y a peut-être des bonnes opérations à faire sur ces segments-là, puisque c'est des segments qui sont très clairement délaissés. Accompagné du bon discours avec vos clients, ça peut peut-être être intéressant de regarder ces segments-là qui sont quand même effectivement particulièrement délaissés en ce moment. Et puis on a un segment commerce qui lui souffre quand même pas mal parce qu'on a aussi pas mal d'associés qui veulent se désengager de ces segments-là. Alors pour le coup, les commerces, vous dire comment sera la conjoncture dans 2 ans ou dans 3 ans, je pense que personne ne le sait exactement. Et toujours pareil, c'est des chiffres moyens. Et donc, il faut vraiment regarder fonds par fonds, gérant par gérant,
quelles ont été les démarches qui ont été entreprises, parce que derrière, eh bien, effectivement, vous avez des perspectives qui peuvent être particulièrement différentes. J'ai en tête Patrimo Commerce qui est vraiment en souffrance en termes de second marché, avec des délais qui sont vraiment extrêmement substantiels, alors que d'autres SCPI s'en sortent plutôt mieux sur ce même segment. Donc voilà, vraiment regarder les SCPI qui sont à l'intérieur et segment par segment. On va faire un petit focus parce que vous savez aussi que c'est notre marque de fabrique. On regarde en termes de durabilité, on se retrouve à avoir des SCPI, donc le label ISR qui fonctionne toujours très bien avec maintenant plus de 24 SCPI qui sont labellisés. On prend toujours avec beaucoup de précaution ce label ISR IMO parce que le label ISR IMO, il se retrouve à englober des gérants qui vont avoir des centaines de lignes et puis d'autres qui vont être tout jeunes arrivés sur le marché avec quelques lignes patrimoniales. Évidemment, la démarche est complètement différente. Et puis, dans la méthodologie qui est retenue aussi pour le label ISR, IMO, vous avez une méthodologie qui est variable et qui peut être différente en fonction des gérants, et chaque gérant adopte, alors il y a un socle commun évidemment, mais il y a quand même une méthodologie qui est variable d'un gérant à l'autre. Donc c'est pas parce que vous avez ça pour vous en termes de devoir de conseil, si vous avez un client qui cherche à investir sur de la durabilité, le label ISR IMO, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, il faut vraiment que vous alliez chercher ailleurs. Alors il y a une nouvelle législation qui s'appelle maintenant SFDR, donc le règlement de taxonomie européenne, donc quelque chose Disclosure Regulation, qui va permettre en fait de regrouper l'ensemble des fonds en 3 articles, articles 6, 8 et 9. Article 6, pas concerné par l'environnement. Article 8, qui essaye d'être concerné par l'environnement. Je le fais en résumé, parce que c'est à peu près ça comme ça que ça fonctionne à l'intérieur. Article 8, qui fait son maximum pour être concerné par l'environnement. Et article 9, qui va ne faire que de l'environnement. Et donc, son patrimoine va forcément avoir un seuil d'exigence beaucoup plus élevé sur cette dimension-là. Et c'est là où on a quelques incohérences, puisqu'on a certains fonds qui sont labellisés ISR IMO et qui se retrouvent en article 6. Voilà. Donc, c'est pour ça, attention au label ISR. Alors, attention aussi à la législation SFDR. Alors, nous, notre plateforme est compatible puisqu'on a l'ensemble des éléments sur la partie SFDR. Donc, vous allez pouvoir, quand vous commercialisez les parts, pouvoir expliquer à vos clients ces différents articles 6, 8 et 9. Et mieux encore, vous pouvez aussi utiliser nos scorings. On va les mettre à jour là, dans les prochaines semaines, puisque vraiment, les scorings vont vous permettre de faire un profiling beaucoup plus fin que ce qu'on peut avoir à la fois dans les articles SFDR ou dans la législation, dans le label ISR IMO, puisque derrière, nous, on va vraiment récupérer l'ensemble des informations auprès des gérants, ceux qui veulent répondre, ceux qui ne veulent pas répondre. Alors, ils ont tous été interrogés cette année. On devrait avoir autour de 35-40% de la place qui a répondu à nos questionnaires, donc qui nous permet, en termes de capitalisation, qui nous permet vraiment d'affiner tout ça. Et puis, ceux qui n'ont pas encore répondu vont le faire. Donc, dans le courant de l'année, il y aura probablement des mises à jour qui se feront au fil de l'eau. Et puis, on a notre palmarès qu'on réalise avec Mieux vivre votre argent, palmarès de durabilité qui aura lieu au mois d'octobre et donc qui présentera les 3 premiers de notre classement, même si, c'est ce qu'on dit toujours, l'intérêt, c'est pas d'avoir les 3 premiers, mais c'est surtout d'avoir le profil des fonds qui doit correspondre au profil et aux besoins de vos clients. Et c'est à vous, conseiller en gestion de patrimoine, d'adapter au mieux le portefeuille que vous soumettez, que vous suggérez, que vous proposez à vos clients. Les points d'attention, pour terminer, 3 grands points. Sur les marchés, attention à la profondeur du marché des SCPI que vous proposez. Certains marchés nous posent toujours question, logistique par exemple, santé, on en a déjà évoqué le sujet. Et donc, il est intéressant, si vous proposez des SCPI spécialisés, logistique ou santé, de l'adosser à des fonds qui peuvent être beaucoup plus génériques et du type bureau, commerce ou autres, qui peuvent vraiment permettre d'amortir les éventuels chocs structurels ou conjoncturels, parce on est quand même dans un monde maintenant où il y a beaucoup de chocs économiques, et c'est le deuxième point. Après le choc du Covid, après le choc de la guerre en Ukraine, on a le choc de l'inflation.
qui peut poser certains soucis. Et pour l'instant, les SCPI semblent relativement immunisés aussi à ce choc-là inflationniste, mais voilà, on verra ce qui va se passer. Et dans ce choc inflationniste, pour le moment, on n'a pas identifié d'évolution sur la structure de frais des SCPI, alors qui est substantielle, qui est assez déjà chargé, mais pour le moment, on n'a pas eu d'évolution substantielle. On était sur une baisse tendancielle des frais d'acquisition avec les nouveaux entrants qui ont tendance à ne pas prendre de frais d'acquisition, mais qui ont encore en parallèle de ça augmenté leurs frais de gestion. Alors c'est moins sensible puisque les dividendes sont versés net de frais de gestion, donc normalement ça se voit un peu moins, mais il y a quand même une tendance comme ça à rebasculer une partie des frais d'acquisition qui ne sont plus pris dans les frais de gestion. Donc vous aussi, en tant que conseiller, de bien comprendre la structure des fonds que vous proposez pour ne pas faire d'erreur ou de mécompréhension. Et puis, dernier élément, donc ça, c'est les crises qui nous l'ont montré. Regardez et au moins aborder le sujet de la liquidité avec vos clients. C'est le gros point noir des SCPI, on le sait depuis toujours, et il y en a certaines qui ont bien montré que c'est pas parce qu'on était entré facilement dans une SCPI qu'on pouvait en sortir aussi facilement. Donc il faut que vos clients aient quand même en tête qu'il y a un risque d'illiquidité de leur part. Alors pas une illiquidité définitive, bien sûr, mais qui peut être conjoncturelle et qui peut être à regarder plus précisément. Trier, décortiquer, c'est un peu ce qu'on vous suggère et ce qu'on vous recommande toujours de faire. Alterner les supports entre les différents fonds qui existent. Bien s'assurer que dans les allocations que vous faites, la gestion des risques est répartie. Et puis, évidemment, n'oubliez pas que vous avez un devoir de conseil, même si c'est dans une enveloppe d'assurance vie. Ça ne passera pas la rampe de dire j'ai donné les rapports annuels et trimestriels parce que la plupart de vos clients ne les liront pas. C'est pour ça qu'on a au sein de la plateforme, on édite beaucoup de documents qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que les simples éléments, on va dire, basiques pour remettre à vos clients parce que vous devez leur proposer des éléments plus précis. Et donc, évidemment, il faut que vous vous équipiez quand même d'outils qui vous permettent de faire tout ça.